Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Marc Toiti. Bonjour Marc. Bonjour cher David, bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Oui, et merci d'être avec nous sur Boursorama. Bon, on a un négociateur, on l'évoquait hier avec Jean-Pierre Petit de l'Union européenne qui est à Washington depuis hier, pour négocier avec l'administration Trump. Il se dit que l'Europe pourrait accepter de subir les 10% de droits de douane universels, unilatéraux de M. Trump. L'objectif, ça serait de limiter la casse ? Oui, clairement, bon, c'est la stratégie de Donald Trump. On avait avec la Chine, effectivement, donc il tape un grand coup, et puis après, finalement, il revient en arrière. Donc, il nous avait fait craindre 50% de droits de douane. Là, on recule à 10%. On a vu hier que le Canada, finalement, a accepté de ne pas taxer les produits high-tech vers des États-Unis qui vont au Canada, sachant qu'effectivement, il y a aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, il y a deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que si on regarde le Canada, 80% des exportations du Canada vont vers les États-Unis. Donc c'est quand même un poids énorme, alors que pour les Américains, c'est à peu près 12-13% de leurs exportations. Donc il y a deux poids, deux mesures. Parallèlement, pour l'Europe, l'Europe a un excédent commercial vis-à-vis des États-Unis. Donc évidemment, c'est nous qui avons le plus à perdre. Donc les Américains, finalement, ils n'ont pas tellement à perdre avec ces droits de douane. Ils ont intérêt néanmoins à trouver un accord. On s'en sort comme d'ailleurs avec la Chine. 10%. Parce que c'est sans aucune contrepartie. Hein. On ne gagne rien dans l'histoire. Hein. On se prend 10 je pense qu'il faut être honnête. On mange 10 points dans la tête. On va souffrir. Et puis surtout, le gros problème, c'est qu'il y a aussi la concurrence de la Chine. C'est-à-dire qu'effectivement, les Chinois, on le voit aujourd'hui, ils se livrent à un dumping assez incroyable. On a vu les chiffres donc, de la balance commerciale chinoise. Ils battent des records historiques. Alors, au début d'année, au premier trimestre, on avait dit c'est normal parce que les entreprises américaines elles voulaient anticiper les droits de douane. Donc, elles ont surstocké et augmenté beaucoup les importations de produits chinois. D'ailleurs, pourquoi le PIB américain a légèrement baissé au premier trimestre, et donc on s'est dit ça va se calmer. En fait, pas du tout. Ça continue, là on a les chiffres du mois de mai, on a battu un nouveau record à quasiment 1200 milliards d'euros de dollars d'excédent commercial de la Chine. Donc c'est quand même assez incroyable. Ça veut dire que ça continue finalement. Pourquoi ? Parce que les Chinois, leur premier marché, leur premier moteur de croissance, ça reste malgré tout les exportations. C'est-à-dire qu'ils ont misé sur la demande intérieure, on a vu l'immobilier qui est en train de s'effondrer, la demande intérieure qui est quand même très faible, donc ils ont besoin du moteur extérieur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut être honnête, les Chinois font du dumping. D'abord sur le taux de change. Le taux de change aujourd'hui à peu près 7,2 yuan pour un dollar, alors que le niveau d'équilibre c'est 3,50 yuan pour un dollar. Donc il y a une sous-évaluation permanente évidemment, donc ce qui coûte extrêmement cher. Et parallèlement, qu'est-ce qu'il a gagné Donald Trump face à la Chine ? Parce qu'au final, qu'est-ce qu'il a gagné ? Il a gagné quand même, je pense. C'est le premier qui ose, s'opposer effectivement à cette hégémonie chinoise. Il y a combien aujourd'hui de droits de douane sur la Chine ? Donc a priori c'est à 30% finalement. Alors il avait déjà augmenté de 20% lors de son premier mandat si vous vous souvenez, mais avec ces 20%, comme les Chinois avaient dévalué le yuan de 20%, maintenant c'était revenu au même. Donc voilà, exactement. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez qu'on va parler maintenant du dollar, le dollar qui baisse, mais pas vis-à-vis du yuan, parce qu'il y a le contrôle d'échange. Donc les Chinois, justement, maintiennent effectivement ce yuan dollar autour des 7,20 yuan pour un dollar. Donc ce qui veut dire qu'eux, il n'y a pas d'appréciation du yuan par rapport au dollar. C'est-à-dire qu'ils veulent garder justement leur avantage en termes de part de marché. Autre élément, ils font du dumping, c'est-à-dire qu'ils baissent les prix. C'est incroyable aujourd'hui que l'un des rares pays dans le monde où il y a une telle baisse des prix, c'est effectivement la Chine, alors que l'inflation est toujours là. Donc ça veut dire qu'ils vendent à perte. Et le drame pour nous, notamment européens, c'est que si les Chinois n'arrivent pas à vendre comme avant aux États-Unis, ils vont se reporter vers d'autres marchés, et notamment l'Europe, évidemment, comme nous, il n'y a aucun droit de douane, et puis on laisse venir tous les produits. On est très regardant sur les produits français. Par contre, sur les produits qui viennent de l'étranger, il y a moins de normes, etc. Donc, il y a deux poids, deux mesures là aussi. Et donc, même pas de taxes non tarifaires, va-t-on dire, ou de barrières non tarifaires. Donc, ce qui veut dire qu'à partir de là, la Chine va inonder l'Europe. Regardez les chiffres du commerce extérieur français. Au cours du dernier mois, on a fait 50 milliards d'euros de déficit vis-à-vis de la Chine sur 12 mois. Donc, voyez, on se laisse faire, finalement. Et donc, les seuls qui ont osé s'opposer, effectivement, à cette hégémonie chinoise, ça reste les Américains. Donc, je pense que... Nous, le bras de fer européen, on va le perdre, ce bras de fer avec Trump. Oui, le match est perdu d'avance, si vous voulez. Je pense que, clairement, on n'a pas les moyens. Puis, encore une fois, c'est triste à dire. Il n'y a pas d'Union européenne, vraiment, de ce point de vue-là. Et puis, surtout, on a besoin, nous aussi, des États-Unis. Pour exporter, on a des excédents commerciaux vis-à-vis des États-Unis. Alors la France en avait, maintenant elle n'en a plus. Ça c'est nouveau aussi. C'était l'un des rares pays avec lesquels on avait des excédents commerciaux. Là ça repasse de nouveau en déficit vis-à-vis des États-Unis. Il se passe quoi le 9 juillet, jour ultimatum, jour ultime
de la suspension des droits de douane punitifs. Il se passe quoi le 9 juillet? Parce qu'on entend tout et son contraire. Scott Bessent, le secrétaire du Trésor américain, s'est dit ouvert à repousser cette date. Trump, là, dans un tweet, a dit non, mais on ne repousse pas. Il va se passer quoi dans une semaine? En fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, avant, quand on faisait des prévisions, si vous voulez, on regardait les fondamentaux économiques, etc. Maintenant, il faut regarder les déclarations de Trump. Et ça, sur ça, on n'a aucune prise. Donc, effectivement, ça peut être, voilà, on maintient les 10%, ou alors on va beaucoup plus haut, on ne sait pas en fait. Et ça, c'est une incertitude qui est assez incroyable. Et puis parallèlement, on en a parlé tout à l'heure un petit peu, le dollar qui est en train de baisser fortement. Ça, je pense, c'est un danger pour l'économie américaine. Je pense que ça, c'est l'erreur de Trump. Que jusqu'à présent, il a plutôt pas trop mal géré. L'erreur de Trump, c'est de laisser filer le dollar? Ouais. Oui, parce qu'en fait, lui, il voit un avantage de court terme. Il se dit, bon, si le dollar est plus faible, je vais exporter davantage. Bon, le truc traditionnel, si vous voulez, l'argument traditionnel. Sauf que n'oublions pas que ce qui fait la force des Américains, c'est justement le rôle hégémonique du dollar. C'est-à-dire que tout le monde veut de ce dollar, c'est encore à peu près 60% des réserves de change dans le monde, c'est 50% des transactions mondiales, alors que le commerce américain, ce n'est que 11% du commerce mondial. Ce qui veut dire que les 2/3 du commerce en dollars ne sont pas américains. Mais pour ce faire, il faut que le dollar rassure. Donc si jamais on a cette crainte que le dollar baisse trop, à ce moment-là, il va moins rassurer. Et donc, le risque, c'est que les Américains perdent un peu de leur hégémonie. Et si jamais, effectivement, il n'y a pas ce rôle, comme on dit en anglais, de benchmark, de référence du dollar, à ce moment-là, il y a des risques pour financer la dette publique américaine. Donc ça, c'est un jeu extrêmement dangereux. Donc moi, je pense que le dollar, quand même, va repartir ensuite à la hausse, parce que c'est pas compliqué, il y a plus de croissance aux États-Unis que chez nous. Il y a à peu près 2% cette année, on sera autour des 0,5, 0,4 en France, donc c'est quand même extrêmement faible. Il y a un écart de taux d'intérêt, même si la Fed a annoncé peut-être qu'elle allait les baisser, il y a quand même 4,50 de taux d'intérêt aux États-Unis sur le monétaire, alors qu'on est à 2,15 sur le taux RFI de la Banque centrale européenne, donc il y a un spread de taux à l'avantage du dollar. Donc la baisse du dollar est temporaire, le dollar va... Tout à fait. Moi je pense que là, on peut aller à 1,20, parce que là ça va dépendre des déclarations de Donald Trump, mais après effectivement, compte tenu du fait que cette croissance de la zone euro, elle est extrêmement fragile et elle va encore souffrir dans les prochains mois. On aura une croissance américaine supérieure à celle de chez nous, plus des écarts de taux d'intérêt qui vont se maintenir à l'avantage du dollar. Donc ça sera temporaire et le dollar ensuite repartira à la hausse. Et surtout, moi je pense que le grand danger, c'est à la rentrée, avec une crise financière française. Crise politique, financière, économique, sociale, sociétale. Et ça, pour l'instant, les marchés ne veulent pas le voir. Les agences de notation ont refusé de faire leur boulot en ne dégradant pas la note de la France, alors qu'on ne mérite plus du tout notre doubleur depuis bien longtemps. On ne veut toujours pas le faire. Elles ne veulent toujours pas le faire. Alors elles se couvrent. Fitch avait dit, oui, mon modèle de notation donne une dégradation, mais je ne le fais pas, parce que bon, on a quand même confiance. Moody's a dit, ben non, je ne peux pas donner une note à la France. C'est incroyable, c'est 30 ans que je fais ce métier, j'ai jamais vu ça. Ça veut dire quoi? C'est son boulot de donner une note à un pays. Non, non, ça je ne peux pas, parce que c'est trop compliqué. Standard & Poor's a dit bon, on pourrait dégrader, mais finalement on maintient la perspective négative. Ce n'est pas sérieux, justement, c'est effectivement l'objet de ce t-shirt, on en parlera peut-être, mais ce que je veux dire par là, c'est que globalement, on a aujourd'hui cette crise française qui est en train d'arriver avec un dérapage complet. On va en parler. Et donc à partir de là, juste pour terminer par rapport au dollar, c'est qu'effectivement, si on a cette crise française qui arrive, c'est-à-dire une crise de la dette publique, crise de la zone euro, et donc l'euro évidemment va baisser. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, moi je pense qu'à 1,18, a fortiori à 1,20 $ pour 1 euro, ça vaut le coup d'acheter effectivement du dollar. Ouais, l'euro qui gagne pour l'instant 14% depuis le début de l'année face au dollar. C'est pas justifié surtout. Et pour nous, il y a une espèce de double peine, puisque non seulement on se mange les droits de douane de Trump, mais en plus, donc on fait des concessions, et en plus on a une devise qui s'envole. On a tout faux là pour le coup. Ah ben complètement. En termes de, effectivement, pour nos exportateurs, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont ces droits de douane. Et en clairement. plus, ils ont le change contre eux. En plus, il y a le taux de change qui est contre eux, évidemment. Donc, alors au début, il y a quand même des couvertures sur les taux de change, donc ça va encore, mais si ça continue comme ça va faire très très mal. Et donc, bien entendu, alors, il ne faut pas non plus dramatiser, mais tout de même, on a une situation où ça va nous coûter quelques dixièmes de points de croissance en moins, sachant que déjà, il n'y a pas beaucoup de demande intérieure, donc ça ne va pas améliorer la situation économique de la France et de la zone euro, bien entendu. Cette grande et belle loi budgétaire de Trump qui a été votée hier au Sénat, est-ce que, encore une fois, quel impact sur les taux américains, sur le dollar? Parce qu'on sent que la confiance des investisseurs dans l'économie américaine est un petit peu, et sa monnaie et les actifs en dollars étaient un petit peu entamés. C'est passager tout ça encore? Écoutez, c'est un pari. C'est un pari de Donald Trump, c'est-à-dire il se dit, et globalement, jusqu'à présent, ça n'a pas trop mal fonctionné, sauf sur le dollar, moi je suis un peu inquiet, mais là, si effectivement il y a cette baisse d'impôts, il y a évidemment énormément d'entreprises américaines qui vont rester aux États-Unis déjà, voire revenir aux États-Unis. Quand on voit nos entreprises françaises qui ont déjà un commerce important avec les États-Unis,
qui se disent aujourd'hui on va augmenter les impôts sur les grandes entreprises, bah autant aller aux États-Unis. On a entendu dernièrement CMA-CGM, qui est pourtant, dont le patron est pourtant un grand ami de M. Macron, qui a dit bah, je vais investir 20 milliards de dollars aux États-Unis. 20 milliards, c'est quand même pas rien, c'est ce que je veux dire. Donc pareil au niveau du groupe LVMH, etc. Enfin, l'ensemble des grands groupes français qui réalisent déjà une grande part de leur chiffre d'affaires aux États-Unis, bah, là ils vont être incités, je ne parle même pas de Total, qui pourrait être incité effectivement à se transférer à la bourse américaine. Donc tout ça pour dire que, évidemment, cette baisse d'impôts, c'est un pari, mais je pense que ça peut marcher. N'oublions pas qu'aujourd'hui, toutes les grandes économies qui ont restauré une croissance forte, ce sont celles qui ont baissé leurs impôts. Et à l'inverse, ceux qui augmentent leurs impôts, ils cassent la croissance. Regardez ce qui se passe au sein de l'Union européenne, de la zone euro même, entre la France et l'Italie. Vous savez, l'Italie qu'ont certains jeté aux orties il y a quelques mois encore. L'Italie aujourd'hui a réduit ses déficits, a généré une croissance plus forte qu'en France, et surtout, elle arrive à baisser les impôts. 30 milliards d'euros d'impôts cette année, et donc ça va booster la croissance, alors que chez nous, on est en train de les augmenter. Donc c'est ça qui aujourd'hui est extrêmement inquiétant, c'est-à-dire que même le PIB par habitant italien est redevenu identique à celui de la France. Ouais, on est en train de s'appauvrir, nous les Français. Il faut quand même être conscient aujourd'hui, et c'est ça qui est extrêmement dangereux, et tous les pays du monde l'ont compris, justement en baissant ses impôts, et nous on fait l'inverse. On veut effectivement les augmenter, ce qui évidemment sera une catastrophe pour l'économie française. La France est en train de s'appauvrir parce que... La France est en train de s'appauvrir, déjà c'est les chiffres qui le disent. Regardez, quand vous regardez le PIB par habitant, donc la richesse qu'on crée par habitant, quand on se compare aux autres pays, dans les années 90, on était à l'époque 11e du monde. Même mieux que les Américains, hein, eux aussi étaient 11e, 12e, 10e, ça dépendait des années, bref, mais on était au même niveau. Aujourd'hui on est combien? 25e. Alors que les Américains sont repassés à la 5e place, en termes de richesse par habitant. Donc là, et en Europe ben là aussi, les Allemands se sont améliorés, même les Belges se sont améliorés. On aime beaucoup nos amis belges, ils nous écoutent d'ailleurs certainement. Mais tout ça pour dire que, vous vous rendez compte, on a aujourd'hui cette croissance qui malheureusement par habitant ne cesse de ralentir, et puis surtout, à l'inverse, la dette publique qui ne cesse d'augmenter. On a les chiffres, hein, vous le savez, il y a quelques jours, de l'INSEE, chiffres officiels, sur le premier trimestre. On a battu donc un nouveau record historique de dette publique, 3 346 milliards d'euros. C'est même pas ça le plus important. Bien sûr, c'est très grave. Hein. Et surtout, ce qui est plus grave, c'est la comparaison entre l'augmentation de la dette publique et l'augmentation, je dirais, du PIB, de la richesse qu'on crée effectivement en France. Les chiffres sont assez incroyables. Donc, depuis 2020, la dette publique française a augmenté de 960 milliards d'euros. Presque 1000 milliards d'euros. Et le depuis PIB 2020. Et le PIB sur la même période, en valeur, ça veut dire augmenter de l'inflation, a augmenté de 500 milliards d'euros. Oui. Il manque 460 milliards d'euros. Ils sont passés où? Et qui ont disparu. Donc, ils sont passés où? Bah, clairement, bah là, on a augmenté la dette. Alors, il y a une partie qui est partie dans la charge d'intérêt de la dette. Et là, évidemment, je pense qu'il faut que les économistes qui disent encore aujourd'hui que la dette publique ne coûte rien, il faut que ces personnes arrêtent de dire cette ineptie. Ce sont des personnes irresponsables, même dangereuses pour l'avenir de la France. Ça coûtait rien, mais c'était en 2000... Non, mais ça ne coûtait rien. Pendant une année, en 2020, parce qu'on avait taux d'intérêt négatif, mais ça coûtait quand même. À l'époque, c'était quand même 20 milliards d'euros par an. Là, cette année, ça va nous coûter 70 milliards d'euros. Et M. Lombard, ministre de l'économie, a quand même dit, à court terme, ça va monter à 100 milliards. À court terme. Ça veut dire, on ne sait pas ce que ça veut dire à court terme. Cette année, l'année prochaine, 100 milliards d'euros par an, juste pour payer les intérêts de la dette. Alors j'ai regardé, en 15 ans, vous savez, ça monte à combien en 15 ans? Non. 996 milliards d'euros. Quasiment 1000 milliards. En cumulé? En cumulé, bien sûr. 1000 milliards d'euros en 15 ans de charges d'intérêt de la dette. Et encore, on a encore des personnes qui aujourd'hui ont pignon sur rue, entre guillemets, qui disent la dette publique ne nous coûte rien. En tout cas, elle se finance facilement. Non, d'accord, mais elle nous coûte. Attendez, ces 1000 milliards d'euros de charges d'intérêt de la dette, ça ne profite pas aux Français. Non. Ça ne profite pas. Vous vous rendez compte combien on peut créer d'hôpitaux avec 1000 milliards d'euros? Combien d'entreprises on peut aider? Combien de personnes dans la pauvreté on peut aider? Ça sert à ça, la dépense publique, pas à payer la charge d'intérêt de la dette. Donc, il faut arrêter cette fuite en avant. Et moi, je suis aujourd'hui pour, effectivement, une sanction des agences de notation. À ce moment-là, peut-être qu'enfin, on prendra le taureau par les cornes. Je ne sais pas si Madame de Montchalin a dit une phrase assez incroyable, la ministre des Comptes publics. Elle a dit que si on ne faisait rien, le FMI allait venir à Paris. C'est quand même assez incroyable. Moi, quand je disais ça il y a quelques mois, ici même d'ailleurs notamment, on me traitait de complotiste. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est quand même la ministre des Comptes publics qui dit ça. Donc ça veut bien dire qu'il y a cet enjeu aujourd'hui où c'est une réalité. Ça peut devenir une réalité. Et je pense que les Français ne sont pas au courant de ce que ça... Encore une fois, j'entends tout ça.
Aujourd'hui, la dette française, si vraiment elle avait un problème, elle ne s'achèterait pas à tour de bras sur les marchés. Elle se finance tranquillement. Tour de bras, on est quand même à 3,3% de taux 10 ans. Ouais, d'accord. Mais surtout, pendant des années. Oui, mais le problème c'est que, vous savez, moi justement, je fais mon métier, j'essaye de creuser qui détient notre dette publique. Il y a encore quelques années, quand j'étais plus jeune économiste, non, justement, eh bien à l'époque, on savait quels étaient les pays. Aujourd'hui, on ne le sait plus. On sait simplement que 54% de cette dette publique est détenue par des étrangers. Mais on ne sait pas le détail. Et il y a tout juste un an, si vous vous souvenez, des fonds japonais ont vendu pour 10 milliards d'euros de dette publique française. En temps normal, ça aurait dû faire décaler le marché, le taux d'intérêt aurait dû augmenter. Ils ont vendu 10 milliards d'euros de dette publique, comme ça, du jour au lendemain, les taux d'intérêt auraient dû exploser. Ça ne s'est pas produit. Pourquoi ? Parce qu'un autre pays, qu'on ne connaît pas, a acheté effectivement cette dette publique au même moment. On ne connaît pas pour la France ou pour tous les pays ? Pour la France. En tout cas, la Banque de France ne publie pas effectivement ces chiffres. Donc ce qui veut dire qu'à partir de là, alors pour beaucoup de pays, par exemple le Japon, 98% de la dette publique est détenue par des Japonais, donc on s'en fiche un peu, 2% ou 5%, on s'en fout. Par contre pour nous, c'est quand même 54%. Et donc normalement, on est en droit, et moi je demande à la Banque de France de nous donner les chiffres. Qui détient la dette publique française ? On ne le sait pas, et ça peut expliquer beaucoup de choses. Ça peut également expliquer peut-être certains discours de nos dirigeants conciliant avec certains pays qui peut-être détiennent notre dette publique. Et bon, évidemment, on ne le sait pas, parce que s'ils vendent 10 milliards, 20 milliards sur le marché très rapidement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de prendre conscience que cette dette publique est en train de devenir extrêmement dangereuse. Alors, vous avez raison, les Français ne le voient pas encore. Non. Parce qu'effectivement, les taux d'intérêt ont augmenté, mais ce n'est pas dramatique. Non. On paye toujours, plus ou moins, les remboursements. Quoique, vous avez vu, la Cour des comptes, dernièrement, a dit que la sécurité sociale serait en défaut de paiement en 2027. Et là, j'ai fait une découverte incroyable. C'est qu'effectivement, on sait comment ça se passe, la dette de la sécurité sociale, c'est la CADES qui la finance, et donc elle a une enveloppe... Caisse d'amortissement de la dette sociale. Tout à fait. Donc elle a effectivement une enveloppe à émettre chaque année. Et le problème, c'est que pour cette année, elle doit émettre 10 milliards d'euros, donc de nouvelles dettes pour financer la sécurité sociale. Or, le déficit de la sécurité sociale, selon la Cour des comptes, sera de 22 milliards. Donc il manque 12, milliards. Ouais. Comment va-t-on faire ? Et quand j'ai dit ça sur ma chaîne YouTube notamment, j'ai pas mal de chefs d'entreprise qui m'ont envoyé des messages, alors je les crois évidemment, en me disant, mais écoutez, nous c'est bizarre parce qu'on a eu des arrêts maladie, etc. Et la Sécu met à peu près 6 mois à nous payer. Là, j'ai pas encore été payé, etc. Il y a des retards. Donc on est déjà en crise de liquidité. Vous comprenez ? Et ça, c'est extrêmement dangereux. Donc aujourd'hui, on est sur un volcan, on a un baril de poudre, et puis on met une grande bâche dessus, on dit non, tout va très bien dans le meilleur. Non, mais la BCE pilote aussi les choses. La BCE baisse ses taux de 2% en un an. Elle aide. Potentiellement, elle pourrait continuer à le faire, d'ailleurs, avec la hausse de l'euro. Ça lui donne des marges de manœuvre pour baisser les taux. David, avec la baisse des taux d'intérêt de la BCE, les taux d'intérêt des obligations d'État auraient dû baisser. Ah oui, parce qu'on baisse effectivement la base. Donc non, ils n'ont pas baissé, ils ont même augmenté. Ça arrive aussi dans d'autres pays, ça. Oui, non, d'accord, mais là on parle de la France, on parle de l'Europe. Ça veut bien dire qu'effectivement, on n'est pas crédible. Donc on a des craintes effectivement sur l'avenir. Et quand aujourd'hui on me dit, regardez, même les Allemands, ils veulent effectivement augmenter leur dette publique, oui, c'est normal, parce que globalement, ils ont... Vous savez que depuis 2007, là c'est un chiffre incroyable, depuis 2007, la dette publique française a augmenté de 169%, alors que sur la même période, le PIB a augmenté d'à peu près 58%. Du simple au triple, 3 fois plus. Donc il y a une forme de destruction de valeur. Exactement. Alors que sur la même période, en Allemagne, la dette publique a augmenté de à peu près 68%, donc 100 points de moins que chez nous, et le PIB a augmenté de 74%. Ah, ouais. Donc, vous voyez, là ça passe. Si ma richesse augmente plus que mon PIB, ça passe. Nous, là, c'est exactement l'inverse. Et ça devient extrêmement dangereux. Donc moi, encore une fois, c'est mon rôle. J'ai fait ce t-shirt en disant, nos dirigeants doivent arrêter. Ce n'est pas sérieux. Ils nous amènent dans le mur. Et moi, ce qui me rend fou, c'est que personne ne fait rien. Personne ne fait rien, personne ne dit rien. On attend que ça se passe. Et je pense que c'est le rôle des économistes. Même si, pour tout vous dire, j'ai pas mal de pressions je ne vais pas les donner parce que c'est confidentiel, mais je les donnerai un jour, des trucs dramatiques que je n'aurais jamais imaginé qu'on puisse voir dans un pays comme la France. Le budget 2026 sera l'heure de vérité pour la France ? Surtout pour M. Bayrou. Je pense que clairement, évidemment, ça ne passera pas, clairement. Donc, soit il fait effectivement un budget pour faire plaisir à tout le monde, et là, évidemment, on sera dégradé. Soit il fait un vrai budget, entre guillemets, pour réduire le déficit public, et là, évidemment, il y aura une motion de censure qui sera certainement votée. Donc, dans les deux cas, est-ce qu'il va sortir avec les honneurs ? Mais c'est clair que c'est une crise politique
française, donc à la rentrée. Là, on n'a pas voulu la faire parce que globalement, c'est vrai que c'est les vacances, on se dit il fait chaud, c'est la canicule, bon bref. Mais à la rentrée, on n'y coupera pas. Donc voilà. Donc il y aura d'autres élections certainement, parce qu'il y aura peut-être un nouveau gouvernement, mais il ne va pas durer longtemps. Après peut-être d'autres élections législatives, peut-être des élections présidentielles. On ne sait pas. Mais en tout cas, la France va entrer dans une crise politique dramatique et va entraîner l'ensemble de la zone euro derrière. Donc quand je vois que l'euro s'apprécie, je dis oh là là, ça vaut le coup d'acheter du dollar. Oui, voilà, exactement. Donc soyons prudents. Je dis pas ça de gaieté le cœur parce que vous voyez, vous et moi, on est français, on aime la France, on a envie que notre pays s'en sorte, on a envie de sauver notre pays. Et moi, ce qui vraiment me fait beaucoup de peine, c'est quand je vois que nos dirigeants et que beaucoup également d'économistes, etc., ils s'en fichent complètement. Ils se disent finalement, tant que je gagne, je joue. C'est la blague de Coluche. Tant que ça tient, je continue comme ça. Non, on ne demande pas ça à nos dirigeants. On demande de prendre effectivement des vraies mesures. Et c'est vrai que pour le moment, on a le temps une alternative politique qui ne vient toujours pas. Donc c'est ça qui m'inquiète aujourd'hui, sans parler des problèmes sociétaux qui n'arrangent pas. L'heure de la vérité. D'abord, il y a les vacances. Voilà, profitez bien, carpe diem pendant les vacances, parce qu'à la rentrée, ça va être chaud. Allez, merci beaucoup. Entretien donc avec l'économiste Marc Toiti, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci Marc. Avec plaisir, à bientôt, bonnes vacances. Merci toi aussi.